On se lance tout de suite dans la dernière table ronde de la journée qui est la mise en valeur du patrimoine. Dans le Vieux-Montréal, le site archéologique du marché Sainte-Anne et du Parlement, remarquable par son ampleur, son intégrité, sa valeur historique, et comme lieu de mémoire, également objet de recherche intensive par l'équipe de Pointe-à-Calière, n'est toujours pas mis en valeur. Comme la majorité des sites archéologiques, ce lieu est enfoui, donc il est dérobé à la vue des Montréalais et des visiteurs. D'autres lieux de grande importance à Montréal sont aussi des lieux de mémoire qui rappellent le statut de capitale et la présence des parlementaires à Montréal. Je pense qu'on peut vous présenter quelques-uns de ces lieux capitale nationale. Donc, il y a le site archéologique du Parlement à la place Diouville. Vous l'avez vu ces derniers jours, les vestiges du Parlement. Il y a aussi la Villa Maria, l'ancienne résidence officielle du gouverneur de 1844 à 1854, qui est aujourd'hui l'actuel couvent Villa Maria. Donc, c'est le deuxième à votre gauche. Il y a le château Ramsay, tout juste en bas, résidence du gouverneur au 18e siècle, convertie à l'époque de Montréal-Capitale en maison du gouvernement, où le gouverneur général, les conseillers exécutifs et les fonctionnaires y travaillent. Vous avez reconnu le marché Bon Secours en haut. C'est intéressant parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup au sujet du marché Bon Secours. Donc, le coût de construction était alors assumé par la municipalité et l'apothicaire Romuald Trudeau, dans ses mémoires, a dit que c'était une bagatelle pour une ville qui veut fignoler un tant soit peu et s'affubler des allures d'une capitale. Alors ça, c'est pour le marché Bon Secours. Sinon, on peut voir la maison La Fontaine, la maison Papineau, en bas au milieu, et la maison Georges-Étienne Cartier, en bas à droite. Alors voilà, vous avez ces lieux historiques de Montréal, ceux du Parlement incendié en 1849 ne sont peut-être pas mis suffisamment en valeur aux yeux peut-être de nos panélistes. On pourra y revenir. Je vais vous présenter d'abord. Josiane Poirier, qui vous salue, est historienne de l'art, autrice, commissaire d'exposition. Elle est la directrice artistique de la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement. Elle a publié l'essai Montréal fantasmagorique. Jean-François Nadeau, historien et journaliste associé depuis plusieurs années au quotidien Le Devoir. On peut l'entendre à la radio de Radio-Canada et sur les ondes du 98,5 FM. Il est l'un des rares journalistes à s'occuper des questions relatives à la protection du patrimoine québécois. Patrice Groux est historien et consultant en études patrimoniales. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire et la commémoration, dont la biographie de François-Xavier Garneau en 2020 et Pour en finir avec Dollars en 2024. Et sinon, Julia Gershowitz est architecte et associée fondatrice de Évoque Architecture. Elle a reçu de nombreux prix pour sa contribution dans le domaine de la conservation de l'architecture, y compris sa nomination en 2018 en tant qu'officier de l'Ordre du Canada. Merci d'être là à vous quatre. Et j'aimerais justement commencer la discussion avec vous, avec ce qu'a signifié pour Montréal l'incendie de 1849. Est-ce que c'était une rupture, une fin ou un tremplin pour la ville de Montréal? Julia Gershowitz. Est-ce que c'était le fin? C'était le fin pour nous comme capitale du Canada, ça c'est certain. Mais ce n'était pas le fin pour la ville parce que nous avons, à la fin du 19e siècle, nous étions le plus large et importante ville dans le pays. Donc, c'est certain que nous avons perdu quelque chose, nous avons gagné d'autres attributs. Et est-ce que le fait d'avoir perdu la capitale du Canada a facilité ce tremplin? Vous l'avez dit, c'est devenu la ville la plus importante, donc la métropole du pays. Est-ce que le fait de perdre le statut de capitale a contribué à cela? Venant de l'autre capitale, et connaissant un peu l'histoire de Québec, finalement, oui, ça peut avoir été, je pense, un problème. Et réellement,
C'est vrai que la ville a continué de prospérer par la suite, mais il y a une question de proximité avec le pouvoir qui s'est perdue à ce moment-là. Quand Québec a perdu le statut de capitale en 1838-40, enfin, elle est restée capitale, mais ça a été ensuite Kingston. Elle a perdu plusieurs choses. Elle a perdu d'abord un centre intellectuel, qui était la Bibliothèque du Parlement. Elle a perdu la présence de toutes ces personnes qui, quand même, faisaient partie de l'élite aussi. Il y a eu des pertes financières graves parce que le déménagement des parlementaires et tout, ça a plombé les revenus de la ville. Donc, il y a des effets concrets. Ensuite, Québec est redevenu capitale, la prospérité est revenue. Québec a perdu le statut de capitale en 66, la prospérité est repartie. Donc, ça crée, le statut de capitale donne vraiment une certaine stabilité, mais surtout, je pense, c'est la proximité du pouvoir qui est essentielle, notamment dans une capitale coloniale où il n'y a pas d'autre pouvoir que le Parlement ou que le gouverneur général. Alors, à mon avis, oui, ça peut avoir un effet. Alors moi, comme historienne de l'art, comme commissaire d'exposition, je me sens pas, comment dire, légitime pour me positionner très exactement sur cette question. Par contre, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les récits urbains actuels au 21e siècle. Je me suis intéressée à la façon dont on met en scène le paysage urbain, comment on met en scène certains lieux de mémoire, notamment par la lumière, la nuit. Et je me suis intéressée beaucoup au discours aussi qui accompagne ces mises en scène urbaines. Donc, lorsqu'on veut affirmer que Montréal est une métropole culturelle, par exemple, une ville intelligente, etc. Ce qui est assez intéressant, j'ai essayé de faire des ponts entre le 19e siècle et le 21e siècle, c'est que, bon, ben, ces discours, par exemple, sur le fait que Montréal est une métropole culturelle, naissent au moment, ou en tout cas deviennent nécessaires au moment où Montréal perd son statut de métropole au 20e siècle au profit de Toronto. C'est comme si Montréal vit une sorte de crise identitaire un peu, puis qu'est-ce qui me reste? Ah ben moi, je suis culturelle. Bon, je tourne les coins ronds, là, mais il y a quelque chose comme ça. Et ce récit, la manière dont on raconte ce moment, donc pourquoi nous, est-ce qu'on est une ville culturelle à Montréal? Ben, ce récit-là, il s'ancre beaucoup dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est le début du Faubourg Saint-Laurent, c'est les cabarets, c'est les casinos. Lorsqu'on regarde la mise en place du quartier des spectacles, par exemple, au centre-ville, on s'appuie vraiment sur ce discours-là. Donc moi, je ne suis pas positionnée pour dire est-ce que la deuxième moitié du 19e siècle, par exemple, a été vibrante effectivement parce que, bon, on a perdu le statut de capitale, mais ce qui est certain, c'est que le récit urbain actuel s'appuie sur cet imaginaire. C'est ce qu'on se raconte. Ça justifie, légitime certaines politiques culturelles municipales actuelles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais que ça opère très effectivement dans l'actualité puis dans la manière de concevoir ce qu'est Montréal, de l'aménager, de la mettre en scène. Ça conditionne beaucoup les récits qu'on se fait sur nous-mêmes. Donc, c'est plus là-dessus, moi, que je peux intervenir. Puis on voit que c'est ça, la deuxième moitié du 19e siècle là, est vraiment comme le jalon qui légitime ce qu'on fait aujourd'hui. Et est-ce que, je relance la discussion, Montréal, Montréal, capitale culturelle, est-ce que ça vaudrait la peine de mettre en valeur le site de Montréal, capitale du Canada? Est-ce que ça apporterait quelque chose, que ce soit à Montréal ou à notre pays, dans notre histoire, d'avoir ce symbole-là mis en valeur, à votre avis? Je vais commencer avec vous, Jean-François. Ben oui. Ben oui, ça s'impose. Moi, ce qui est assez extraordinaire, qui me frappe toujours dans l'histoire de ce Parlement brûlé-là, c'est que, bon, moi qui suis un collectionneur de livres, c'est la perte absolument inouïe des archives, de la bibliothèque. L'exposition qui a été présentée virtuellement montrait assez bien la richesse de cette bibliothèque-là. Et je ne peux m'empêcher, en regardant ça, de me rappeler mon adolescence. Parce que j'ai passé mon adolescence, moi, avec Lord Elgin. Lord Elgin, qui est le gouverneur à ce moment-là, et j'ai passé toute mon adolescence avec lui parce que la classe où j'étais au séminaire de Sherbrooke, il y avait une grande statue à l'étage de Lord Elgin, et le bureau où j'étais le plus souvent dans les classes de physique était juste à côté de la statue. Alors, j'ai passé plus de temps à regarder Lord Elgin qu'à regarder le tableau, ce qui explique mon intérêt pour l'histoire plus que pour la chimie et la physique, assurément. Lord Elgin est un modèle parfait de ce qui s'est passé avec le patrimoine
ici et la mise en valeur de façon générale. Lord Elgin, qui est le beau-fils de Lord Durham, hein, va venir ici après avoir séjourné dans les Antilles pour faire un travail colonial. Et après son séjour pour le moins tumultueux ici, Victor Hugo parle beaucoup de lui. Victor Hugo parle de lui dans une lettre très célèbre où il explique que c'est lui, après tout, qui a donné l'ordre qu'on détruise le palais d'été en Chine des empereurs, où on a fait un massacre absolument épouvantable, où on a fait une razzia absolument sans nom d'un des sites patrimoniaux les plus riches du monde. Et ça donne quand même une assez juste idée, me semble-t-il, du rapport du pouvoir colonial avec la richesse culturelle ou avec la richesse patrimoniale déjà. Ce n'était pas ça, me semble-t-il, qui comptait d'abord et avant tout, mais le pouvoir. Alors, pour le Canada, ça serait sans doute intéressant. Pour une histoire de l'Empire, ça le serait davantage encore, me semble-t-il. Est-ce qu'on est remis de cet événement-là? Est-ce qu'on est un peu en deuil de cet événement-là où on pourrait s'en servir, le mettre en valeur pour essayer de rappeler cet événement historique, rappeler l'importance de cet événement? On parlait de la démocratie tout à l'heure, dans la mise en place de la démocratie, que ce soit juste aussi de notre histoire nationale. Madame Gersovitch. Juste commencer avec une petite histoire. Quelqu'un, j'oublie malheureusement son nom, a dit ce matin qu'il avait en 1990 un vote au Conseil. Il y avait 3 pour, 3 contre l'idée de construire un garage souterrain dans le place du ville. Et une des choses que je faisais dans ma vie et que je fais toujours est j'étais membre d'un comité de review de design. Donc, la Ville de Montréal nous a demandé qu'est-ce que nous devons faire, quels sont vos commentaires. Et je me souviens à l'époque que j'ai dit, mais c'est le site de l'ancien Parlement du Canada. Et au moins, une fonctionnaire m'a dit, « Madame Gersovitz, ne parlez pas de ça. » Donc, Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas l'histoire. Et pour lui, c'était quelque chose que dans son esprit, il ne voulait rien savoir. Donc, peut-être j'ai décidé d'être silencieux, je ne me souviens pas, mais finalement, notre commentaire qui était donné à la ville probablement disait quelque chose de ne pas juste mettre un stationnement souterrain sur un site qui avait une certaine valeur. Donc, ce n'est pas moi juste, c'est tout le comité. Mais je crois que j'étais saisie par le fait qu'il n'y avait aucune compréhension de la valeur du site. Et nous deux, et c'est difficile aussi de commémorer quelque chose où il y a tellement de mal compréhension et pour laquelle je veux féliciter tous les organisateurs de cette merveille colloque où vous commencez à exposer toute l'histoire de cet site qui a vraiment une valeur exceptionnelle dans l'histoire de notre ville et pays. Donc, comment mettre en valeur quelque chose qu'on ne comprend pas? Ce serait difficile à envisager. Ce que Julia fait remarquer, c'est ce statut de sacralisation qu'on retrouve avec ce site-là. C'est-à-dire que la redécouverte du site, et il y a une exposition sur les Olmecs qui se passe à côté, la redécouverte de la civilisation Olmec, ça a été d'abord la découverte d'une de ces têtes géantes à la fin du 19e siècle. On ne la connaissait pas. Et là, tout à coup, on s'est mis à s'intéresser à cette civilisation-là. Et maintenant, on sait qu'elle est là. Et en plus de ça, elle a continué à se perpétuer jusqu'à aujourd'hui sous certains aspects culturels. Alors, donc, on a ici un site qui devient sacré alors qu'il a été désacralisé. Ce que l'on a fait à l'époque,
c'est-à-dire détruire le reste du site. C'est exactement ce que les Romains faisaient, la damnatio memoriae, là, la destruction de Carthage s'est suivie de l'arasement des murs. On a versé du sel, il ne fallait que plus rien ne repousse dessus. Ça, c'était pour le faire oublier, tout en sachant très bien qu'on ne peut pas oublier ce qui est là, ce qui peut réapparaître. Donc, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Mais ce sacré-là n'est pas du tout apparu à l'époque. Je pense que le défaut de mémoire au sujet du Parlement de Montréal vient du fait que le statut de capitale pour Montréal n'a jamais été un statut fort. D'abord, ça ne venait que commencer. On n'en voyait pas vraiment les bénéfices. On n'en a pas ressenti. Il était censé se construire un nouveau Parlement, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, les attraits architecturaux, les attraits d'aménagement que Montréal aurait pu avoir n'ont pas eu lieu. Et à ce moment-là, aussi bien enterrer tout le paquet et le laisser oublier. Et donc, la question de la sacralité du lieu, elle nous apparaît à nous aujourd'hui qui sommes friands de sacralité et de lieu, mais à l'époque, elle n'apparaissait pas du tout. C'était une chose qu'il fallait oublier parce que ça n'avait pas de valeur réellement. J'ai dit tout à l'heure, je reprenais ce que vous disiez, c'est difficile de mettre en valeur quelque chose qu'on ne comprend pas, mais est-ce qu'il y a un cercle vicieux là-dedans? Si on ne met pas en valeur, difficile de comprendre quelque chose qui est sous terre, qui n'est pas accessible au public. Donc, est-ce qu'il y a lieu de peut-être mettre en valeur pour comprendre? Si on renverse cette idée-là, oui, allez-y. Potentiellement, oui, peut-être que je peux me lancer. Pour ma part, je pense qu'une des raisons de ma présence aujourd'hui, c'est d'avoir travaillé beaucoup sur ce parcours de projection vidéo lumineuse dans l'arrondissement du Vieux-Montréal, qui était Cité Mémoire. Donc, ce parcours de projection monumentale créé par Pilon Lemieux, qui racontait des événements, des moments importants de l'histoire de Montréal. C'est créé à l'occasion du 375e anniversaire de la ville. Et on a plus ou moins une vingtaine de tableaux, là, selon les années, ça varie. Une première chose qui me frappe, c'est que le destin de stationnement auquel le site a échappé, c'est vraiment pas unique. Lorsqu'on faisait ce parcours Cité Mémoire, je ne sais pas si des gens dans la salle l'ont fait, mais on s'apercevait qu'un tiers des tableaux étaient projetés sur un mur aveugle qui surplombait un stationnement. Donc, il y a énormément de stationnements dans le Vieux-Montréal, donc dans ce cœur historique de la ville. Donc, il faut croire qu'il y a plusieurs sites importants de notre histoire qui sont devenus des stationnements. Et c'était assez frappant de se dire, ah ben c'est comme ça qu'on aménage la ville, et c'est un peu ça notre rapport à l'histoire, d'une part. Ensuite, le potentiel de ce projet-là, c'était peut-être de faire apparaître justement par la lumière des événements, des moments qui avaient été oubliés, qui étaient méconnus. Donc, une occasion de connaissance. Donc, on a un projet qui est certes spectaculaire, touristique, mais qui pourrait transporter une certaine connaissance historique. Évidemment, on ne peut pas tout traiter, il faut faire des choix, mais ce qui apparaissait aussi, c'est que c'est un récit très positif de l'histoire de Montréal qu'on veut mettre de l'avant. Donc, par exemple, quand on traite des relations avec les Autochtones, mais c'est la grande paix qu'on met de l'avant. Donc, le moment où ça s'est bien passé, finalement, plutôt que d'aborder toute la conflictualité puis la complexité de cette relation-là, du fait qu'on vient s'installer sur un territoire qui est déjà habité avant qu'on y arrive. Ben, ce récit collectif, et de quelle collectivité parle-t-on, là, il faut voir, mais ce récit collectif nous mène à, justement, Montréal en 2017, qui est une ville festive, avec le quartier des spectacles, on est une métropole culturelle, encore une fois, etc. Et c'est comme s'il n'y avait jamais eu de problème, ou s'il y avait eu des problèmes, en tout cas, on les a enterrés. Donc, ici, on a un projet qui se veut éminemment historique, qui fait apparaître des éléments de l'histoire là, qui avaient été oubliés, ce qui est quand même chouette, mais qui ne permet pas forcément que la connaissance historique, justement, permette de réfléchir le présent, puis aborde cette complexité un peu historique des événements. Il y a un effet un peu lissant, homogénéisant, où tout est beau, tout est festif. Aussi, c'est un peu conflictuel, mais là, on va mettre des blagues. Ça va être un tableau plus humoristique. Donc, finalement, tout a toujours bien été. C'est un beau pays. On s'aime beaucoup, beaucoup. Jean-François. On oublie dans beaucoup d'événements de ce type-là, de commémoration, que l'histoire, c'est un rapport de force aussi qui s'impose, qui s'expose. On veut savoir comme historien, mais faire savoir comme historien, c'est une autre chose aussi. Et sous ce rapport-là, il me semble que l'histoire avec un grand H, c'est souvent de l'histoire à la hache.
hein. Il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans. Moi, je serais tenté d'ajouter à ce que tu dis, qui est tout à fait juste, que cette propension qu'on a eue à faire des stationnements, peut-être parce qu'on est mal à l'aise avec l'histoire, mais comme rapport au monde social aussi, qui est bien le nôtre aujourd'hui, c'est généralisé. C'est pas quelque chose qui appartient au passé. Pas plus tard que lundi, on a l'hôtel de ville de Sept-Îles, qui est un bâtiment de première importance, qui appartient à l'architecture moderne, qui est défendu par Félix Lambert, par toutes sortes de gens qui s'y connaissent en disant que c'est un bâtiment de grande qualité, d'une grande importance pour la région, qui appartient aux monuments de l'architecture moderne partout au Canada. Bien, on va le raser pour faire 150 places de stationnement de plus pour l'hôpital à côté. On a fait ça à Arthabasca à peu près avec une chapelle il y a quelques mois encore. De façon générale, c'est une modalité, un mode de pensée qui s'impose à peu près partout. On est dans une société où l'histoire est un pis-aller quand on n'a pas un projet de modernité imposé par-dessus. Alors là-dessus, il y a un problème de réconciliation d'une trame de notre société par rapport à ce qui s'est passé puis à ce qu'on veut devenir aussi. Donc, ce n'est pas seulement qu'on veut lisser notre histoire collective, c'est peut-être qu'on n'a pas toujours, on ne prend pas toujours la peine de se rappeler des événements historiques, de conserver ce patrimoine-là. Madame Gersovitch, c'est votre rôle, vous, de mettre en valeur le patrimoine historique. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut se battre pour le faire, que notre collectivité ne prend peut-être pas assez l'importance, la mesure de l'importance de notre patrimoine? Je dois admettre que depuis 3 ou 4 décennies, je suis membre en premier de Sauvons Montréal et en deuxième de Héritage Montréal. Donc, quand vous posez la question, est-ce qu'on doit se battre? La réponse est tout à fait oui. Mais je crois que ça prend une alliance. Ça prend une alliance, en effet, de tout le monde qui est ici. Ce n'est pas juste le domaine des architectes en conservation, ou des architectes ou des urbanistes ou quoi que ce soit. Toute la connaissance qui était dans cette salle, ça prend une immense quantité de personnes. Et je dois dire que ce que le musée a déjà mis en place, que nous avons vu aujourd'hui, fait la preuve que la première partie est déjà là pour, en effet, mettre en valeur le site de Sainte-Anne, le site du Parlement, parce que c'est certain qu'à nos jours, je ne sais pas pourquoi, et peut-être les historiens vont me dire, non, c'est une constante dans la vie quotidienne, qu'il y a des gens qui disent, l'histoire, c'est ennuyant. Je veux rien savoir. Mais actuellement, l'idée de se marier l'histoire avec tous les jouets technologiques de nos jours, c'est un winner. Donc, est-ce que vous avez l'impression, Monsieur Groux, je vous pose la question aussi, que peut-être si on se compare à d'autres sociétés, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, on n'a pas nécessairement cet automatisme-là, cette propension à conserver notre patrimoine architectural notamment. Ça, c'est un vieux débat qu'on a au Québec, surtout sur la notion de ruine. Est-ce que nous aimons nos ruines? Oui. Est-ce que nous aimons ou est-ce que nous provoquons nos ruines, en fait? Ce serait peut-être la question à se poser. Je crois qu'il y a une question, évidemment, on se compare toujours aux vieux pays pour ça. Les États-Unis, je vais faire une petite digression, mais lorsque on s'est mis à parler des monuments historiques internationaux et ainsi de suite, on a eu la Charte de Venise, enfin, à la fin des années 40 et tout, les États-Unis se sont dit, mais nous, on n'a rien, en fait, en termes on n'a pas de bâtiments anciens, on n'a pas des cathédrales, on n'a pas et là, à ce moment-là, on a introduit la notion de patrimoine naturel de qualité mondiale. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire contrepoids à la pauvreté relative de l'Amérique du Nord de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a un peu de ce complexe d'infériorité que nous tenons ici,
par rapport à l'Europe, l'Europe, elle, c'est naturel qu'il y a du prestige, il y a des palazzi italiens, il y a les cathédrales, il y a tous ces immenses monuments qui sont qui éclatent là, devant nos yeux. Et nous, on n'a pas ça. Tout ce qu'on a, c'est des vieux manoirs. Donc, on a une espèce de sentiment de ce que nous avons ne vaut pas la protection. Il faut le remplacer. De toute façon, ça coûte cher. Il y a un côté utilitaire aussi qui joue là-dedans. Et ça a induit, je crois, une certaine tendance dans notre culture à ne pas considérer cela comme du patrimoine de valeur. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui a une valeur en patrimoine. Je repense au débat qui a provoqué la première, et on parle du lien entre histoire et mémoire, entre histoire et patrimoine. Le premier édifice historique qu'on a vraiment cherché à protéger, c'est le manoir Papineau, parce qu'il était question de le vendre et la descendante de la famille Papineau voulait le protéger. Et ce n'était pas parce que c'était un bâtiment exceptionnel par son architecture, mais c'était parce que c'était la mémoire d'un personnage historique que l'on voulait protéger. Depuis ce temps-là, on a quand même beaucoup évolué en ce qui concerne la préservation du patrimoine et la reconnaissance des qualités patrimoniales d'un bâtiment ou d'un ensemble architectural ou d'un ensemble urbanistique. Et les critères se sont donc améliorés et on est capable beaucoup mieux aujourd'hui de mettre en valeur le patrimoine pour ce que l'on considère de non historique, c'est-à-dire qu'il n'est pas là à cause de l'histoire, il est là à cause de ses qualités propres, comme bâtiment, comme œuvre d'art, comme originalité architecturale, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il y a probablement beaucoup plus que la relation histoire et patrimoine à considérer dans notre débat, mais aussi à considérer les critères de ce qui fait du patrimoine ou pas. Dans le cas du Parlement de Montréal, l'intérêt est d'ordre archéologique. Et là, on parlera d'autre chose à ce moment-là. Historique. D'ordre historique en tant qu'archive, si on veut, de notre histoire. C'est-à-dire une archive qui est conservée dans le sol. Mais il y a aussi, puis il y a le côté sacré, bien sûr, qui peut entrer en ligne de compte. Donc, je dirais que la situation est assez complexe, en fait, pour ce qui concerne la préservation de ce lieu-là. Peut-être pour continuer sur ce que Patrice vient de dire, peut-être notre malaise vient possiblement, par rapport à l'Europe en tout cas, du fait qu'on a une conception de l'histoire par en haut et très muséalisée. Hein? On a du mal à comprendre qu'il y a une interaction entre des lieux vivants et des lieux qui sont muséifiés. On parle de ce Parlement qui est une suite directe à l'union forcée du Bas et du Haut-Canada. À un coin de rue d'ici, à peu près sur la rue Saint-Denis, depuis 150 ans, il y a un hommage caché à Louis-Joseph Papineau, qui est la maison qui appartenait au père d'Henri Bourassa, où un sculpteur a travaillé. C'est une magnifique... La façade tombe en ruine. Il n'y a même pas une plaque pour signifier ça. C'est-à-dire qu'on ne se promène pas d'un lieu à l'autre, qui sont des lieux toujours habités, en faisant relation avec ce qui se passe dans notre espace commun. Il y a des espaces muséifiés qu'on ne devrait pas toucher, qui sont sous cloche de verre. Alors là, on rentre, il faut payer, il y a quelqu'un qui va nous expliquer. Mais la vie en général n'est pas inscrite dans notre expérience de l'espace urbain de façon générale. C'est assez troublant. À Québec, par exemple, le gouvernement vient de vendre pour 2,2 millions la Maison Chevalier, c'était un des projets phare de Gérard Morissette pour reconstituer le petit Champlain en bas, dans cette idée qu'il avait d'un Québec sous forte présence nationale. Il a fait ça. 2,2 millions, je pense que ce n'est pas le prix que ça a coûté pour refaire la toiture récemment. Hein? C'est assez particulier. Gérard Morissette, c'est le nom qu'on donne au prix sur le patrimoine au Québec aujourd'hui. Bien, c'était un des lieux que le gouvernement avait depuis 1957. On l'a vendu parce qu'on ne savait plus quoi faire avec. C'est particulier au moment d'un effondrement général de ce projet des espaces bleus. Là, on a un musée qui sert de prix de consolation qu'on vient d'installer. Là. Je pense que vous aviez le directeur du nouveau musée tout à l'heure. Éric Bédard. Oui, Éric Bédard.
tant mieux, mais de façon générale, c'est des coups d'épée dans l'eau répétés. On a de la difficulté à voir notre système comme un système général, écologique, où tout est interrelié, et la mémoire, et l'histoire, et la vie, et la muséification du passé. Tout à l'heure, on évoquait cette difficulté d'aborder des éléments qui ne sont pas juste heureux, dont on n'est pas nécessairement uniquement fier. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est un obstacle? Puis, si oui, est-ce qu'il est surmontable? Comment aborder un événement dans notre histoire, qui n'est pas nécessairement joyeux, l'incendie du Parlement? Si je peux faire une référence, les batailles ou les discussions que nous avons autour de toutes sortes de monuments au Canada, mais aussi autour du monde. À propos de notre histoire douloureuse par rapport aux peuples autochtones, par exemple? Toutes sortes de choses. Oui. Où c'est certain que la leçon clé du monument n'est pas la seule leçon qui doit sortir du monument, de la lecture du monument. Et je crois qu'on peut dire que si nous sommes en train de dire on doit recalibrer les monuments, pas les enlever, mais les recalibrer d'une façon de design, probablement, c'est une façon d'élargir la discussion, de présenter les voix qui n'étaient pas représentées. On peut, si ça c'est possible pour les monuments, c'est certainement possible pour les sites. Il me semble que c'est tout à fait le bon moment de le faire. Si on se disait collectivement que ce serait une bonne idée de mettre en valeur, par exemple, le site dont il est question ici, l'ancien site du Parlement, qui doit prendre ça en charge, à votre avis? Tout à l'heure, on disait, bon, ça prend tout le monde ici réuni, mais pas sûr que tout le monde a le temps, je ne sais pas. C'est la responsabilité de qui? Du gouvernement, de la ville? Votre avis là-dessus? Ben, c'est une bonne question, puis je n'ai pas une réponse définitive, mais c'est sûr que je pense qu'il y a une responsabilité collective, si on veut. Et encore une fois, je reviendrai au récit concret, et je trouve que l'exemple des monuments est très bon. C'est notre regard qui se transforme aussi à certains moments. Ces monuments qu'on a parfois déboulonnés dans les dernières années, ils avaient été là depuis des décennies, parfois depuis des siècles. À la limite, on ne les voyait plus. Et il y a un moment où notre regard change parce qu'on a une connaissance, une compréhension différente de l'histoire, parce que des groupes marginalisés nous amènent à comprendre finalement qu'ils symbolisent peut-être autre chose que ce qu'on croyait, ou en tout cas qu'il y a différents points de vue qu'on peut avoir sur les monuments, et le regard change. Donc, il y a qu'est-ce qu'on conserve, mais comment est-ce qu'on le met en valeur, et c'est quoi l'imaginaire qui l'entoure. Et à ce sujet-là, je ne dirais pas que c'est la responsabilité d'une personne ou d'une autre, mais étant moi dans le domaine des arts visuels, je constate par exemple que les artistes peuvent vraiment participer à transformer nos imaginaires et à transformer les récits. Je donnerai un exemple d'une exposition qui s'est terminée tout récemment à la galerie Léonard et Bina Hélène à l'Université Concordia. C'est une exposition de Diana Bowen, donc une artiste qui était installée à Toronto jusqu'à récemment, mais qui vient de s'installer à Montréal. L'exposition se nomme « Le 1000 carrés dorés ». Donc, ça annonce un peu l'histoire de ces demeures somptueuses sur le pan de la montagne du Mont-Royal. Et en fait, quand on visite l'exposition, en fait, ce qu'elle met en valeur dans l'exposition, c'est des archives de la communauté noire à la même époque où la prospérité du 1000 carrés dorés s'affirme. Donc, comment est-ce que les communautés noires participent à toute l'industrie du chemin de fer, par exemple, toutes les représentations qui circulent sur eux et elles à cette époque-là. De sorte que lorsque je sors de l'exposition, je suis à l'Université Concordia, je suis dans le 1000 carrés dorés et mon regard a changé. Je ne regarde plus ce patrimoine architectural de la même façon parce qu'on m'en a montré autre chose. Donc, je ne voudrais surtout pas dire que c'est la responsabilité des artistes de transformer notre regard, mais les artistes, par exemple, peuvent contribuer à proposer d'autres récits,
à mettre en valeur d'autres histoires, l'histoire un peu des vaincus, si on veut, en tout cas des populations plus marginalisées. Et c'est un travail collectif où différents groupes, à certains moments, vont faire valoir une version de l'histoire qui va changer notre regard, qui va faire que ce monument, en fait, maintenant, non seulement on le voit, mais il nous questionne. Il y a un enjeu de société qui émerge. Donc, est-ce que c'est la responsabilité de telle ou telle personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a collectivement la responsabilité, ou en tout cas, on peut intervenir sur ces récits collectifs et sur ces regards, je pense. En tout cas, je ne sais pas à qui c'est la responsabilité, mais c'est un peu à tout le monde. Puis on peut voir comment se comportent notamment les entreprises dans la fonction mémorielle. C'est un peu troublant. Je donne un exemple. Sur l'édifice de l'abbé Dutson au centre-ville, il y avait jusqu'à il y a peu de temps, quelques années, une plaque qui annonçait, qui disait que là avait séjourné pendant un bout de temps Jefferson Davy, qui est le président des États du Sud confédérés, qui a été joyeusement accueilli à Montréal après la défaite des armées sudistes, où il a trouvé refuge ici. Ses enfants ont étudié à l'Université Bishop. Enfin, il était bien accueilli ici, ce qui laisse présager des accointances, en tout cas avec un certain nombre de ses idées. J'écris ça dans le journal le jour même, l'abbé Dutson a fait enlever la plaque qui était là depuis 1957. Alors, on n'est pas trop dans un monde qui supporte l'idée de conflit, ou de questionnement ou de rapport, alors que l'histoire, ce n'est que ça. Hein? C'est revoir, reconsidérer, envisager des nouveaux angles. À la Révolution française, par exemple, il n'y a pas personne. Récemment, il y a des livres qui sont parus sur quel était notre rapport à la viande pendant la Révolution française. Pourquoi est-ce que soudain les gens ont mangé autant de viande? Ben, c'est des questionnements qui sont nouveaux, qui concernent un peu notre époque aujourd'hui. Ça dormait dans les archives. C'est juste que l'époque ne permettait pas de poser ces questions-là. Dieu seul sait qu'on va poser des questions différentes. Sur le Golden Square Mile, on en a posé des nouvelles. Il va en avoir d'autres dans 50 ou dans 100 ans. On ne le sait pas. Mais c'est normal que ça bouge. Alors, ce malaise-là, il faut un peu s'en immuniser en disant qu'il est constitutif d'une histoire qui est bien importante, au contraire. Nous sommes dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal. N'oublions pas qu'il y a donc eu, à un moment, et cet arrondissement historique a eu un impact extraordinaire sur le développement patrimonial de la ville de Montréal, mais en tout cas, évidemment, surtout, évidemment, bien sûr, de notre environnement ici. C'est une décision gouvernementale. Donc, il faut qu'il y ait, à un moment donné, quelqu'un qui, comment dire, mette ses culottes, et mettre de l'argent aussi, mais il faut avoir une vision aussi par rapport à ça. Le patrimoine durable, si on peut parler de, si on peut parler de la durabilité en quelque chose, là. Donc, c'est ça, cette vision-là qu'il y avait à l'époque donc des années 60-70. Je crois qu'aujourd'hui, on est bien. Il y a toutes sortes d'organismes. Maintenant, il y a un organisme patrimonial à Montréal, il y en a à Québec aussi. Donc, il y a puis il y a eu des politiques patrimoniales également qui ont été mises sur pied il y a plusieurs années. Tout ça, ça a été encouragé par le gouvernement du Québec. Donc, il y a des initiatives qui se font. Malheureusement, il y a des hauts et des bas. Il y a des gouvernements qui sont meilleurs et d'autres qui sont moins bons pour faire les choses. Et puis, heureusement, il y a des organismes comme ceux dans lesquels Mme Gersowitz travaille. Moi, j'ai été membre du comité de rédaction de la revue Continuité pendant 20 ans. Et puis, Jean-François travaille là-dessus. J'imagine que Josiane aussi, vous êtes impliquée dans ces choses-là. Donc, il y a aussi ce travail terre à terre qui se fait. Il faut pousser dans le dos des organismes. Il faut pétitionner, il faut pousser, mais ça se fait. Sauf qu'il faut une autorité à un moment donné. Il faut une législation. Le patrimoine ne peut pas exister sans législation. Il ne peut pas être protégé sans législation. La question, c'est de savoir quel étagement on donne. La protection, où la mettons? Est-ce que tout mérite d'être protégé? C'est souvent une question qui se pose aussi. Bon, on est loin de se poser la question, mais en tout cas, la raison pour laquelle on se la pose, c'est est-ce qu'on va mettre $1 sur quelque chose qui va crouler? Alors, il y a toujours cet aspect comptable qui rentre en ligne de compte. Mais l'autorité
qui fait le patrimoine, qui décide du patrimoine, qui légifère dessus, qui n'est malheureusement pas toujours un très bon gardien de ce point de vue-là non plus, c'est quand même celle-là qui va permettre de faire des choses. Alors, dans le cas de Pointe-à-Calière, je ne sais pas, étant donné que l'organisme relève de la ville de Montréal, il y a peut-être du côté de Montréal qu'on devrait y penser, mais peut-être qu'aussi il faudrait aller quêter auprès du gouvernement supérieur pour faire quelque chose de cet ordre-là aussi, en termes de protection. J'imagine qu'il y a des questions clés à demander. Qui est le propriétaire du site? J'imagine que c'est la ville de Montréal. Alors, et on doit dire, ou bien je vais dire que les projets qui sont les meilleurs sur lesquels j'ai travaillé sont les projets qui ont un champion. Toujours, c'est Une personne ou un? normalement une personne. Mais ici, vous avez un champion. C'est le musée et tout le monde qui travaille dans le musée. Donc, on a tous les acteurs qui sont nécessaires, qui sont déjà là. Pour moi, ça, c'est pas la question. C'est quand nous allons lancer tout dans l'œil public, tout ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de pourquoi, mais juste quand. Et on a eu la chance, vous avez eu la chance de vous questionner pendant plusieurs heures sur le patrimoine historique du Parlement. On parlait tout à l'heure de cette plaque qui a été enlevée en raison d'un article, puis je sais que vous êtes puissant, mais quand même, comment s'assurer que... C'était pas le but. Comment s'assurer que cette flamme-là, cet intérêt-là pour notre histoire perdure? Est-ce qu'il y a des moyens peut-être de cultiver ça pour éviter que, justement, que d'un gouvernement à l'autre, on efface et on recommence? Ben, en tout cas, d'un gouvernement à l'autre, les changements législatifs sont somme toute assez modestes. On se rend compte assez bien aujourd'hui que les changements législatifs qui ont été opérés par l'ancienne ministre de la Culture, Nathalie Roy, ne semblent pas suffisants, en tout cas, pour assurer la protection du patrimoine à l'ensemble du territoire. Je passe mes journées à ne pas répondre à des gens qui m'écrivent en disant ça, ceci est en train de s'effondrer, ceci, là, qu'est-ce que vous faites et tout. Alors, on a un sens très américain de la propriété, c'est-à-dire à qui ça appartient, et partant de là, ce qui domine, c'est le sens de la propriété. Alors que, évidemment, la ville appartient à tout le monde, la campagne appartient à tout le monde, l'espace délimité par un arpenteur, non, mais le paysage est une richesse collective. Et ça, on a de la difficulté à percevoir ça collectivement, que tout ça se tient, que ce n'est pas juste la maison là qui est intéressante, mais les 2, 3 autres qui sont à côté aussi. Et c'est la même chose pour un site historique. Peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais dans le cas du Parlement de Montréal, de l'ancien Parlement de Montréal, ça nécessite un travail de valorisation en périphérie autour qui est intéressant. Ça mérite qu'on fasse le tour de où Papineau est, où La Fontaine est, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faut faire des ajouts un peu pour que tout ça soit interconnecté et que ça donne un sens, au fond, du piquant au fait qu'en se promenant dans la ville, on peut apprendre passivement. Gaston Miron, qui est un type formidable, racontait toujours que en France, il voyait sur les portes, par exemple, porte glissoire, ici, porte, il y avait 22 variétés de portes qu'il sentait seulement en lisant ce qui était écrit dessus. Ici, nous, c'est toujours door, porte, door, porte. Avec un numéro. Avec un numéro. Il est possible d'apprendre sans se forcer. Et juste en habitant le lieu où on se trouve, il y a moyen d'avoir à peu de coups, me semble-t-il, des traces qui infusent un peu notre société. Puis ça, on en manque. Sans être nécessairement dans un musée. Rien contre les musées. Est-ce que je peux juste ajouter un mot face à ce que vous avez dit? Je crois que la chose qui est très importante, c'est le circuit, de comprendre les événements et les places où il était. Et on a Villa Maria, où c'était annoncé récemment que la congrégation de Notre-Dame va
vendre tout le terrain. Et en vendant le terrain, une condition, la seule condition qui a été mise dans le journal, c'est que la baille de Ville-Marie doit demeurer pour une autre 3 années. Donc, 3 années. Et les sœurs sont là et la Ville-Marie est là depuis 1854 et ils ont préservé au complet les espaces on peut rentrer même dans la salle de bal, la salle que Elgin était. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour comprendre toute l'histoire. Et malheureusement, nous avons perdu en effet la maison La Fontaine. Au lieu d'être dans des mains publiques, est maintenant divisée en condos. On parle parfois du coût, hein, parce que tout a un coût. Mais est-ce qu'il y a aussi une façon de penser l'impact positif comme étant une valeur aussi? À quel point on peut mesurer le coût, par exemple, de mettre en valeur le Parlement par rapport à ce que ça pourrait rapporter autrement? Et je ne parle pas nécessairement d'argent pour ce qui est de ce que ça rapporte. Il y a quelques années, un livre est paru sur la valeur du patrimoine. C'était un Français qui l'a produit. Évidemment, en France, ils ont un système patrimonial extrêmement développé. Donc, on est capable de faire une évaluation du coût-bénéfice de tout ce qui est présent là. Mais quand même, il y avait des réflexions extrêmement intéressantes sur les valeurs patrimoniales, les valeurs monétaires générées directement, mais aussi indirectement, et même le coût de non-usage. Alors, donc, il y avait on était capable de reconnaître qu'une propriété, même si elle n'est pas utilisée, même si elle est en friche ou masquée, a quand même si on ne peut pas la visiter, en tout cas, a quand même une valeur de non-usage parce qu'elle est en réserve pour la société. Et au fond, tout le principe de l'amortissement, c'est ça. C'est-à-dire que vous amortissez des valeurs sur une longue période parce que vous voyez loin. Et c'est pour ça qu'on a des hypothèques pour 50 ans maintenant en Europe. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à considérer là aussi. Nous sommes encore toujours le nez collé sur l'immédiat. Et puis, malheureusement, en politique, c'est aussi sur la prochaine élection. Et pour cette raison-là, on n'est pas capable de voir loin. On se refuse, en fait, de voir loin. Alors que le public, lui, n'est pas attaché à ces temporalités extrêmement brèves et que le patrimoine, lui, surtout, étant donné qu'il est toujours étendu dans le temps, doit avoir de l'air pour respirer son futur, là. Donc, il y a quelque chose qu'on devrait peut-être changer dans nos mentalités également de ce point de vue-là. Mais je vais dire une chose. Tout le monde, et Patrice, vous l'avez fait, vous avez tombé dans le même piège de dire le patrimoine, ça c'est cher. Actuellement, il y a de valeur. Et normalement, quand nous parlons d'un cycle de vie en patrimoine, on parle d'un cycle de vie de 50 ans. Donc, nous sommes arrimés avec l'idée de faire quelque chose une fois et de ne pas avoir la nécessité de le faire chaque quelques années parce que c'est mal fait ou avec des matériaux qui ne sont pas très, très robustes. Alors, on est là déjà. Même il y a aussi une maladie qui est proprement québécoise, c'est-à-dire que de prétendre à tout moment que l'édifice ou le lieu n'est pas aux normes. Pas aux normes. Hein? C'est une façon de tuer son chien de façon générale. Ça coûterait beaucoup trop cher de le mettre aux normes. Mais la vérité, c'est que l'histoire des normes n'a cessé de changer. Hein? La maison Pasquier à Québec, qu'on a réduit ensemble parce qu'elle avait été modifiée, elle n'était pas dans son état original. Je mets au défi quiconque de vouloir habiter une maison qui date de la fin du 17e siècle, dans lequel il n'y aurait ni eau courante, ni toilette, et qui donc respecterait le concept qu'elle est intégralement dans son état d'origine. Hein? Évidemment que les choses changent. Il faut que ça soit habité et vivant, le patrimoine. On a une crise absolument inouïe en ce moment d'occupation du logement. 600 000 logements au Québec seulement qui manquent. Et il y a quantité de bâtiments historiques qui sont vides, laissés à eux-mêmes. On est donc riche comme société pour les laisser
ballant comme ça, la gueule ouverte, en train de s'effondrer, que ce soit l'Hôtel-Dieu de Montréal ou l'hôpital, l'ancien Institut des sourdes-muettes ou plein d'instituts à Sherbrooke, il y a l'ancienne maison des franciscains qui est extraordinaire. Il manque de logement, taux d'occupation 0,7 %, un magnifique bâtiment. Rien. On n'en fait rien. Alors, on sait aujourd'hui que ça coûte beaucoup plus cher de reconstruire et de raser, de disposer de tout ça. Il y a un choix écologique aussi dans l'idée de conserver le patrimoine qui est fondamental et qu'on ne semble pas mesurer. Alors, évidemment qu'il y a un choix historique qui est fait, mais habiter quelque chose qui existe déjà, c'est non seulement assurer la continuité, mais c'est un choix plutôt intelligent en termes de matériaux puis de gestion de nos avoirs. Oui, ben Jean-François m'a tendu une perche. C'est vraiment, je voulais amener la valeur écologique justement pour répondre à la question. On se préoccupe beaucoup de normes de construction en ce moment pour que nos bâtiments soient ISO, ceci, cela, mais le bâtiment le plus vert, c'est toujours celui qui existe déjà. Et le secteur de la construction a une empreinte extractiviste excessivement forte en ce moment là, sur le monde. Donc, on ne peut pas penser non plus notre rapport au patrimoine sans le remettre dans un contexte de crise climatique et crise de la biodiversité, etc. Donc, le secteur de la construction, vraiment, est responsable d'une grande partie de nos émissions de carbone. Donc, le bâtiment existant, peut-être qui doit être mis aux normes, effectivement, là, parce qu'il perd beaucoup de chaleur l'hiver, puis que ça, c'est pas super d'un point de vue énergétique, mais il reste qu'il existe et qu'à partir de là, on n'a pas besoin d'extraire des nouveaux matériaux pour le construire. L'autre élément qu'on pourrait penser, qui est peut-être un petit peu subversif, mais qui est qu'au Québec, on a tendance quand même, effectivement, là, à tout d'un coup raser quelque chose pour faire de la place pour du neuf. On pourrait, à tout le moins, voir le patrimoine comme une réserve de matériaux. C'est-à-dire qu'il y a encore des poutres en bois, peut-être, à l'intérieur de ce bâtiment qui pourraient être utilisées pour autre chose. Donc, il y a comme un inventaire des matériaux d'un bâtiment patrimonial qui peut être réalisé et qui pourrait être réutilisé dans la construction d'un nouveau bâtiment, si on est dans une perspective de pensée environnementale ou écologique. C'est-à-dire que de mettre le bulldozer, de tout raser en disant « il n'y a plus rien de bon là-dedans », ça, c'est une catastrophe environnementale, patrimoniale aussi. Là, je ne veux vraiment pas le réduire. Je ne veux pas dire qu'il faut démanteler tous nos bâtiments pour récupérer les matériaux, mais à tout le moins, ça peut permettre de garder vivants certains éléments en les intégrant dans des nouvelles constructions et toujours dans une pensée environnementale ou le secteur de la construction, c'est ça. On a des questions à se poser. Donc, préserver le patrimoine, si on ne peut pas le préserver, peut-être le recycler, le réutiliser, voir qu'est-ce qu'on peut garder. Ces tuiles en céramique-là, ça marche encore. Ces poutres en bois-là, ça fonctionne encore. On ne peut peut-être pas tout garder, mais c'est des questions qu'on doit se poser, je pense, pour la suite, parce que tout raser, c'est une catastrophe patrimoniale, mais environnementale aussi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Je pense aux forges à Montréal qui sont situées pas loin à côté, là, les forges de Mathieu Colette, qui s'est battu pendant des années pour récupérer cette ancienne station de pompage, qui est en soi un lieu historique extraordinaire. Il en fait quelque chose de vivant. C'est lui qui a réussi à refaire à peu près tout ce qu'il y avait de fer devant l'église Notre-Dame. Enfin, il est d'une utilité publique, ce type-là, assez extraordinaire. Les haches qui ont servi à faire les poutres à Notre-Dame sont en partie issues de ses mains. Alors, on dit finalement, après des années de lutte et de beaucoup d'efforts pendant lesquels il ne travaillait pas, où il se battait pour garder son bâtiment, qu'il avait réussi à sauver parce qu'il le rendait vivant, l'équivalent de cette station de pompage-là, il y en avait une autre juste en dessous du pont Jacques-Cartier. Au même moment où il réussit à sauver celle-là, on rase l'autre. Je dis, mais oui, mais on vient de réussir à en sauver une, là. Vous ne pourriez pas attendre un peu sur l'autre puis dire, bon, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. On a vraiment la gâchette facile pour raser. Et en termes de périphérie de ce qu'on voit, et c'est assez particulier, tu disais tout à l'heure, Patrice, la décision de faire du Vieux-Montréal ce qu'il est aujourd'hui, un espace protégé. Si on traverse juste l'autre côté où on va à l'ancienne caméra Simon, qui est condamnée, là, on est sur Saint-Antoine, il y a tout un pan de maisons qui sont là, qui vont être rasées, qui sont exactement des maisons du Vieux-Montréal, là. Il n'y a aucun doute possible. Il y a une ligne qui a été franchie à un moment donné. On a dit, c'est là, le Vieux-Montréal, c'est ici, sur le trottoir. Mais l'autre côté de la rue, c'est les mêmes maisons. On va les raser exactement comme on faisait dans les années 50, au moment où Jean Drapeau disait que ça serait une bonne idée de passer une autoroute dans le Vieux-Montréal. Là, on va passer une autoroute sur ces maisons-là. Puis dans 50, 60 ans, on disait, coudonc, on a détruit encore un petit bout du Vieux-Montréal à ce moment-là. C'est particulier. Vous avez chacun droit
un mot de conclusion. Sinon, oui, prenez un micro. Est-ce que c'est un mot à la fin sur le sujet ou bien sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la conservation du patrimoine et avec une vision de patrimoine qui est très large? Moi, je peux parler longuement sur l'impact négatif d'un arrondissement historique sur le reste de la ville où ils ont dit Open Shopping Day pour le reste de la ville parce qu'ils ont dit, si vous voulez aimer le patrimoine, allez-y dans le vieux et dans le reste de Montréal, on va le raser comme on veut. Alors, ça, c'est un impact négatif que probablement personne n'a pensé quand ils ont fait la pression pour avoir le statut d'un arrondissement historique dans le Vieux-Montréal. On peut parler longuement et peut-être ça, c'est la raison pour laquelle nous allons avoir une veine d'amitié. Alors, Moi, je suis d'accord avec vous. La raison pour laquelle il y a une limite qui a été mise, c'est probablement pour se dire, dans cette partie-là, on ne peut plus rien toucher parce que c'était aussi ça, le problème des arrondissements historiques et des maisons protégées, et ce qui fait que beaucoup de propriétaires refusent la protection patrimoniale parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus améliorer leur maison et leur milieu de vie. Et donc, de l'autre côté, à l'extérieur, on laisse aller. J'ai perdu mon idée. Mais c'est pas si pire. Non, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la préservation des ruines du Parlement de Montréal. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de voir le récit qu'on va construire autour de ça. C'est-à-dire que la pertinence de la conservation des ruines ne va se démontrer que dans la façon dont on va en parler. Et donc, je pense que parler du Parlement, de la démocratie, etc., ça va bien, mais on sait bien que la démocratie en 1849, ce n'est pas notre démocratie à nous. On ne voyait pas les choses de cette façon-là. Et ce que j'ai trouvé de remarquable avec les présentations que nous ont fait les collègues de Pointe-à-Calière ce matin, c'est toutes les potentialités d'explication sur la vie commune, sur la vie d'un marché, sur la façon dont les choses se passaient en termes commerciaux et ainsi de suite. Parce que le marché, il est là, parce qu'il y a le port est là aussi. Il y a aussi toute une interaction avec l'environnement. Et je crois que cette présence donc des ruines nous permettrait d'aller beaucoup plus loin en termes d'explication. Et là, à ce moment-là, de rejoindre alors, ces fameuses communautés marginalisées ou dont on ne parle pas, ou ainsi de suite, parce qu'elles ont toutes été des témoins vivants de cette réalité-là. Elles ont toutes vu aussi le Parlement.